Bonjour à tous et bienvenue dans la tour de commandement, votre source d'information pour le format commandeur de Magic. Je suis Héronyme et je serai votre commandant durant toute cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu plus détendu que le premier, un peu plus à l'arrache, sans script, un peu plus spontané de ma part. Je vais tout simplement vous analyser, comme je l'avais dit dans le premier épisode de la série, si vous l'avez vu, je vais analyser en fait le premier deck du commandeur 2018, donc Invention Exquise. Donc un deck bleu-rouge artefact dont on va parler tout de suite. Juste quelques petites précisions. Donc les analyses que je vais donner, c'est des analyses qui sont assez personnelles par rapport à mon expérience de jeu. Vous pouvez très bien avoir un point de vue différent et je le respecte. N'hésitez pas d'ailleurs à en parler dans les commentaires, c'est pour ça que c'est fait aussi. Pour organiser un petit peu tout ça, je vais d'abord vous parler des 3 commandants qui sont présents dans le pack. Et ensuite, je vais vous parler de chacune des cartes individuellement et ensuite par rapport à chaque commandant, quelle est son utilité. On finira par faire un petit bilan du deck, savoir si déjà le deck de base est intéressant, éventuellement qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'améliorer pour tel et tel commandant. Donc du coup on va explorer un petit peu ça à la fin de notre analyse de toutes les cartes. Je tiens à préciser que je vais vous décrire absolument toutes les cartes, je donnerai le nom, le coût de mana, les différentes caractéristiques, donc vous avez totalement le droit de laisser la vidéo en arrière-plan pour pouvoir juste écouter et en même temps faire autre chose. Allez, on rentre dans le vif du sujet dès maintenant. On va commencer par le premier commandant, Saeli la Talentueuse, donc qui est un Planeswalker légendaire. Saeli, eh oui, qu'on revoit depuis Saeli Rai, du coup, sa première version. Donc, elle coûte 2 mana génériques, un bleu, un rouge, et elle arrive avec 4 marqueurs loyauté. Sa première compétence est un +1, créer un jeton de créature artefact 1-1, incolore cerveau. Donc les cerveaux qu'on avait déjà vu dans Kaladesh. Deuxième capacité, un autre +1. Le prochain sort que vous lancez ce tour-ci coûte 1 générique de moins à lancer pour chaque artefact que vous contrôlez au moment où vous le lancez. Et un -7. Pour chaque artefact que vous contrôlez, créez un jeton qui en est une copie. Ces jetons acquièrent la célérité, exilez ces jetons au début de la prochaine étape de fin. Saeli la Talentueuse peut être votre commandant. Donc Saeli, qu'est-ce qu'on peut dire de Saeli en regardant un petit peu ses différentes capacités, le fait qu'elle soit un Planeswalker. Alors elle coûte 4, elle arrive avec 4 de loyauté, c'est déjà une très bonne statistique. Elle a deux capacités en +1, donc ce qui est vraiment très intéressant. Généralement, étant donné qu'on a souvent une capacité qui booste, une autre qui réduit un petit peu ou qui fait 0, et une autre qui est la capacité ultime. Là on se retrouve avec 2 +1, donc c'est assez intéressant. Surtout que ces 2 +1, alors autant le premier, voilà, ça permet de la protéger, donc mettre un jeton de créature c'est toujours une bonne chose pour protéger justement le Planeswalker derrière, donc elle est capable de se protéger un minimum. Et ensuite, le deuxième +1, honnêtement, je vous avoue qu'il est assez intéressant. Ça a l'air d'être un Planeswalker qui est vraiment basé juste sur la mécanique artefact en général, et du coup qui ne rentre pas vraiment dans le détail dans un type d'artefact en particulier, dans certaines mécaniques qu'il peut y avoir au sein des artefacts. Donc là on est vraiment sur, ah bah tiens, le deuxième +1 va réduire le coût d'un sort, donc ça peut être un artefact, un autre artefact, en fonction du nombre d'artefacts que vous possédez. Donc plus vous en avez, plus Saeli est contente. Honnêtement, je suis assez content de ce Planeswalker. Le -7 est intéressant également. Bon après, généralement les capacités ultimes, personnellement, je les regarde assez peu, parce que ça arrive très peu souvent finalement que votre Planeswalker y arrive à cette capacité ultime. Mais c'est vrai que là, elle a quand même un certain impact sur la partie, surtout si justement vous jouez quand même avec pas mal de créatures artefacts. C'est encore mieux, du coup vous pouvez doubler votre board de créatures. Et au niveau des artefacts qui ont les effets d'arrivée en jeu aussi, ça peut être intéressant. Donc du coup, c'est un Planeswalker qui est un petit peu touche à tout au niveau des artefacts, qui est très généraliste, et du coup qui, à mon avis, passera dans la plupart des decks. Alors, deuxième commandant, c'est Tavnos, oui Tavnos, pas Thanos, c'est pas le même. Tavnos, apprenti d'Urza, qui coûte 1 bleu et 1 rouge, c'est une créature légendaire, celui-ci, un humain et artificier, qui est une 1-3. Il a la célérité, et il a une compétence, une capacité activée. Donc, un bleu, un rouge, et vous l'engagez, copiez une capacité activée ou déclenchée ciblée que vous contrôlez d'une source artefact. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Les capacités de mana ne peuvent pas être ciblées. C'est une bonne précision dans Magic, généralement, les capacités de mana, on ne peut ni les interrompre, ni les copier. Généralement. Alors, Tavnos, c'est un commandant assez surprenant, mais intéressant, puisqu'il permet justement de copier des capacités activées ou déclenchées de vos artefacts. Donc là, on est vraiment, encore une fois, bien sur la thématique des artefacts. Et
je le trouve assez intéressant. Après, il faut voir toutes les combinaisons qui sont possibles avec des artefacts qui existent déjà. Également voir avec ceux qui sont dans le deck, qu'est-ce que ça peut donner. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen, du coup, de faire quelque chose. Je vous rappelle que les capacités activées, c'est justement celles comme celle de Tavnos qui demandent de payer un coût, que ce soit en mana ou en engageant la créature ou en sacrifiant quelque chose, avec les 2 points derrière et puis la capacité. Et ensuite, de l'autre côté, on a les capacités déclenchées, c'est au début de votre entretien, par exemple, au début de la phase de combat, quand une créature arrive sur le champ de bataille, quand une créature meurt, enfin, quand il se passe quelque chose, ou quand on passe à une étape, que c'est un moment bien précis, fixe, ou quand il y a une action qui se déroule, que du coup ça déclenche une capacité. Donc c'est assez intéressant, parce que du coup il peut dédoubler également des effets d'arrivée en jeu, il peut également dédoubler les effets de sacrifice, etc., qui pourraient être utilisés pour, je ne sais pas. Enfin, voilà, là je pars sur des idées un petit peu, voilà, je pars sur du général, mais à mon avis, Tavnos, il y a moyen de vraiment de builder un deck autour, en plus sachant qu'il ne coûte que 2 mana, bon c'est une 1-3, donc du coup il encaisse quand même assez bien les dégâts, et en plus on peut utiliser sa capacité dès qu'il arrive sur le champ de bataille, parce qu'il a sa célérité. Donc c'est vraiment intéressant, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ce commandant. Enfin le dernier commandant, c'est celui auquel je m'attendais le moins, c'est Brudiclad, ingénieur Telcor, qui est donc une créature légendaire, une créature artefact légendaire, artificier, qui coûte 4 mana génériques, un bleu et un rouge. C'est une 4-4, et alors avant même de passer aux capacités, j'aimerais juste préciser une chose. Cette créature légendaire n'est pas seulement un artificier, c'est un mire aussi normalement. Mais visiblement, ils ont décidé de ne pas rajouter, ça prenait trop de place dans le cadre pour les sous-types de créatures, donc pour moi c'est aussi un mire. Mais bon, c'est pas sur la carte, donc vous allez comprendre pourquoi c'est un mire d'ailleurs. Déjà par l'illustration, mais en plus par ses capacités. Les jetons de créatures que vous contrôlez ont la célérité. Au début du combat pendant votre tour, créez un jeton de créature artefact 2-1 bleu mire. Vous pouvez ensuite choisir un jeton que vous contrôlez. Si vous faites ainsi, chaque autre jeton que vous contrôlez devient une copie de ce jeton. Alors, j'ai juste 2-3 petites choses à vous dire. Déjà, les mires, généralement, ils étaient 1-1 et incolores. Là, on a des mires 2-1 bleus. C'est assez bizarre, mais bon, hein. On passons là-dessus. Donc, ça confirme également le fait que lui, c'est un mire aussi. Bref. C'est la petite spéculation personnelle. Ensuite, au niveau des capacités. Alors, je vous avoue que là, est-ce que vous avez entendu à un seul moment le fait que les capacités s'intéressaient au fait que vos cartes soient... Enfin, que vous ayez des artefacts. Actuellement, non. Ils s'intéressent déjà... tout est déjà dit dès le départ. Les jetons de créatures que vous contrôlez ont la célérité. Donc, là, on parle jeton. On parle pas artefact, on parle surtout jeton. Et en plus, derrière, ils créent un jeton de créature 2-1... Et après d'avoir créé ce jeton, vous pouvez ensuite sélectionner un jeton et faire en sorte que tous les jetons que vous possédez soient des copies de ce jeton-là jusqu'à la fin du tour. Donc, on est vraiment sur une mécanique à laquelle je m'attendais pas forcément sur du bleu-rouge artefact. C'est une mécanique jeton. Parce que bon, le bleu et le rouge, alors, ils ont moyen de faire des jetons, mais ça n'est pas non plus les couleurs qui y sont le plus dédiées. Notamment le blanc et le vert, ce sont généralement les combinaisons qu'on va accepter pour... avoir une tonne de jetons sur le champ de bataille, avec les soldats, les humains, etc. Enfin bon, les bêtes, tout ce qui peut traîner un peu par là dans ces couleurs-là. Le bleu et le rouge, ils ont aussi moyen d'en créer, hein, comme la plupart des couleurs, mais peut-être un peu moins. Là, du coup, on a un commandant qui nous propose de le faire. On peut peut-être penser déjà à des stratégies sur un jeu non pas seulement jetons, mais surtout jetons utilitaires, du style les indices, qu'on avait vu dans Ténèbres sur Innistrad, qui permettent de piocher. On a également les jetons qui font du mana, du style l'or et les trésors. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à imaginer, surtout que au niveau des artefacts, il y a moyen d'avoir des jetons assez intéressants, je pense qu'on le reverra dans la suite du deck. Donc voilà, c'est pas forcément le commandant auquel on s'attend dans le deck, mais il est là. Généralement, il y en a toujours un comme ça dans le deck qui est un petit peu assez différent de ce que les autres proposent. Donc voilà, qui propose vraiment quelque chose d'assez éloigné de ce que les autres commandants peuvent proposer. Passons maintenant dans le cœur du deck, on va commencer par les créatures. Alors, première créature, elles sont triées par coup de mana, je tiens à le préciser. Donc, c'est l'apprenti loyal, une nouvelle créature de cette édition, qui coûte un mana générique, un mana rouge. C'est une 2-1 créature humain et artificier. Elle a la célérité, donc c'est bien. Et elle a une capacité qui revient dans le commandeur, qui avait déjà été édité, le lieutenant. Au début du combat pendant votre tour, si vous contrôlez votre commandant, c'est la principale caractéristique du lieutenant, créez un jeton de créature artefact 1-1 incolore mécanoptère avec le vol. Ce jeton acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour.
Je vous avoue que j'aime beaucoup cette créature. Elle fait un jeton, donc du coup Brudiclad est content, Tavnos pas tellement, parce que malheureusement ce n'est pas un artefact, donc du coup il ne peut pas copier sa capacité. Saeli, elle est toujours contente, je pense que la plupart des cartes du deck vont plaire à Saeli, hein, dès que ce sont des artefacts ou qui font des artefacts. Ça va être intéressant. Honnêtement, je trouve que c'est quand même une carte assez agressive, parce que bon, du coup, 2-1 célérité pour 2, c'est pas mal. Le fait qu'elle fait en plus des mécanoptères qui ont le vol et qui gagnent la célérité jusqu'à la fin du tour, c'est vraiment très intéressant. Alors, évidemment, toujours la condition du commandant sur le champ de bataille, mais généralement... Alors Brudiclad, lui, ça va être un petit peu plus difficile de sortir, puisqu'il coûte 6 mana au total, mais je pense qu'il y a vraiment moyen de l'utiliser de manière très intelligente, donc c'est une bonne carte, une carte fort sympathique. Deuxième carte, le Sculpteur d'Etherium pour 1 mana générique et 1 bleu, une créature artefact Vedalken et artificier qui est une 1-2. Et les sorts d'artefacts que vous lancez coûtent 1 mana générique de moins à lancer. Ça c'est une carte assez classique quand vous voulez builder en fait un deck artefact avec du bleu, puisque ça réduit le coût de tous les artefacts. Donc c'est vraiment très intéressant. Là au niveau de tous les decks, je pense que ça vaut le coup de le laisser dedans. C'est vraiment un grand classique et du coup il a sa place dans tous les decks artefacts. Créature suivante, le chef de la fonderie, qui est une créature artefact construction, qui coûte 3 mana générique, qui est une 2-3, et qui donne aux autres créatures artefacts +1/+1, alors celles que vous contrôlez uniquement. Donc c'est toujours un petit bonus, c'est un classique aussi des decks artefacts. Donc voilà, c'est une créature utilitaire qui est plutôt sympathique et qui mérite d'avoir de la place dès que vous avez pas mal de créatures artefacts dans votre deck, que ce soit des jetons ou des créatures, voilà, des cartes tout simplement. Ensuite, on a l'œil du pèlerin, qui est une créature artefact mécanoptère, qui coûte 3 mana générique, qui a le vol, c'est une 1-1. Et quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, la révéler, la mettre dans votre main et mélanger ensuite votre bibliothèque. Très bonne créature de manière générale qui permet de fixer un petit peu au niveau du mana. Généralement, quand vous n'avez pas accès au vert en fait, pour aller chercher les terrains, les artefacts sont un petit peu l'autre source pour... justement vous aider à avoir les couleurs que vous souhaitez et les terrains que vous souhaitez. Et là, l'œil du pèlerin, c'est un bon exemple. Alors après, il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus intéressants. Mais là, on est quand même sur la thématique artefact. C'est un mécanoptère, à mon avis, qui va être assez utilisé du coup avec les restes des cartes. Vous allez le voir par la suite. Mais du coup, c'est assez intéressant. Moi, je pense que l'œil du pèlerin, ça reste quand même une carte, une valeur sûre, on va dire. C'est pas non plus quelque chose de fou, mais c'est toujours une bonne carte. Saeli est contente parce qu'en plus, ça lui permet d'aller chercher un terrain supplémentaire. Donc du coup... c'est assez intéressant. De l'autre côté, on a également Tavnos qui peut dédoubler la capacité, parce que évidemment c'est une capacité déclenchée quand il arrive sur le champ de bataille. Donc du coup, vous pouvez aller chercher 2 terrains avec Tavnos, à condition de payer 2 évidemment avec lui. Donc du coup, ça permet vraiment de l'utiliser à fond. Après, bon, pour Brudiclad, je pense qu'il sera toujours assez content de pouvoir aller chercher du terrain. Donc c'est aussi une créature utilitaire assez intéressante. Le Shipper de Trésor, qui est une nouvelle carte pour cette édition, donc c'est une créature gobelin et gredin qui coûte 2 mana génériques et 1 rouge. C'est une 3-2, et à chaque fois qu'un adversaire engage un artefact pour du mana, acquérez le contrôle de cet artefact jusqu'à la fin de votre prochain tour. Alors, c'est assez étonnant de le voir, bah, c'est pas vraiment assez étonnant de le voir dans ce deck, puisque bon, il fonctionne avec les artefacts en piquant sur les adversaires quand ils produisent du mana, mais c'est pas forcément une carte que je garderai personnellement dans ce deck, puisque bon, dans les decks commandeurs, généralement, on a toujours des cailloux, donc des artefacts qui produisent du mana. Mais c'est vrai qu'en ayant ça sur la table, peut-être que vos adversaires vont un peu reculer devant le fait de vous laisser en fait prendre le contrôle de leurs artefacts en les utilisant. Donc, voilà, je pense que c'est une créature qui est assez intéressante, qui va vraiment percer dans le commandeur, qui va être là vraiment pour emmerder un peu les adversaires. Mais c'est pas spécifique, ce sera pas spécifique un deck artefact. Je pense que la plupart des decks rouges qui veulent emmerder un petit peu le monde l'utiliseront. Une autre nouvelle créature de cette édition, le Drakon Loyal, qui est une créature Drakon, oui, tout à fait, qui coûte 2 mana génériques et 1 bleu. C'est une 2-2 avec le vol et le lieutenant, encore une fois. Au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez votre commandant, piochez une carte. Alors là, on parle pas de mécanique artefact, on parle de manière générale dans le commandeur. Je pense que c'est une créature assez intéressante, une 2-2 vol qui en plus vous permet de piocher dès que vous avez votre commandant sur le champ de bataille au début de votre combat. Je pense que c'est intéressant, c'est une petite créature utilitaire qui a sa place. Alors après, du coup, vous pouvez la garder dans le deck artefact, ou alors vous pouvez l'enlever pour mettre plus d'artefacts. Donc voilà, je pense que ça vaut la peine de la jouer. Après, à voir comment ça va être joué dans les différents decks du format.
Autre créature qu'on voit à nouveau, l'ingénieur en mécanoptère, une créature humain et artificier qui coûte 2 mana génériques, un mana rouge qui est une 1-3. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, créez un jeton de créature artefact 1-1 incolore mécanoptère avec le vol. Mais en plus, les créatures artefacts que vous contrôlez ont la célérité. C'était déjà assez joué à l'époque du standard sur Magic Origins. Honnêtement, je suis très content qu'elle était remise dans ce deck. Oui, c'est une femme à la base. Donc, je suis assez content qu'elle ait été remise dans le deck, puisque c'est justement assez utilitaire au niveau des jetons. Donc là, Brudiclad est assez content. Ça fait en plus du coup un mécanoptère, donc pour 3 vous avez une 1-3 qui bloque bien, qui donne en plus une capacité à vos créatures artefacts au niveau de la célérité. Et de l'autre côté, en plus, qui fait un mécanoptère. Donc vraiment, là on a la totale, on a la créature de base avec une bonne endurance, la capacité pour les créatures artefacts, et en plus derrière on met une créature artefact pour qu'elle puisse attaquer tout de suite. C'est un petit peu, voilà, il y a un peu tout ce qu'il faut, c'est vraiment une bonne créature utilitaire. Et ça va à peu près dans tous les decks, justement au niveau des différents commandants, puisque d'un côté on a des jetons, on a du fait de jouer avec les artefacts, on a un effet d'arrivée en jeu, donc voilà, on est assez content quand même. Ensuite, prochaine carte, c'est un peu particulier, c'est une nouvelle carte de cette édition qui s'appelle Varchild, traîtresse du Tcheldor. Alors déjà, son nom, vous pouvez deviner que c'est une créature légendaire, humain et chevalier, qui coûte 2 mana génériques et 1 rouge, donc du coup elle ne peut pas être commandant de ce deck, à la place des commandants que je vous ai proposés. C'est une 3-3, et à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur crée autant de jetons de créatures 1-1 rouge survivants. Les survivants que vos adversaires contrôlent ne peuvent pas bloquer, et ils ne peuvent pas vous attaquer ou attaquer un Planeswalker que vous contrôlez. Quand Varchild quitte le champ de bataille, acquérez le contrôle de tous les survivants. Je vous avoue, quand j'ai vu le spoil de cette carte, j'étais là... Ok, là, je ne savais pas dans quel deck elle allait être présente, à ce moment-là, quand je l'ai vue. Je pensais qu'elle allait être plutôt dans le deck noir, rouge, vert, puisque c'est un peu plus basé sur l'agressivité, mais non, on le retrouve dans ce deck, du coup, artefact. Et je suis assez étonné, parce que là, du coup, il n'y a aucune synergie avec les artefacts du tout. Je pense que ça fait partie des cartes que vous allez pouvoir peut-être enlever du deck, mais qui mérite également d'avoir un deck propre, enfin, elle mérite d'avoir son propre deck, en fait. Le but serait plutôt également de faire en sorte que vos adversaires s'attaquent entre eux, puisque les survivants que vous donnez à vos adversaires, alors eux n'ont pas tellement envie de les garder, parce qu'ils savent très bien que si Varchild meurt, vous les récupérerez derrière. Donc, étant donné que c'est des survivants qui ne peuvent pas bloquer, donc du coup ils vont peut-être essayer de s'attaquer entre eux au niveau des adversaires, pour essayer de s'en débarrasser. Donc c'est vraiment essayer de distraire un petit peu l'adversaire pour que vous puissiez essayer de faire un maximum de dégâts, éventuellement du coup récupérer les survivants, donc... Vraiment assez intéressant. Surtout qu'en plus, une petite précision, c'est bien marqué que quand Varchild quitte le champ de bataille, acquérir le contrôle de tous les survivants. C'est-à-dire que quand elle va en zone de commandement, parce que ça n'est pas marqué quand elle meurt, mais quand elle quitte le champ de bataille, quand elle va en zone de commandement, ça fonctionne également. Ça a été vraiment prévu pour ça, heureusement. Donc voilà, une créature qui mérite peut-être d'avoir son propre deck et qui s'intègre pas du tout dans la thématique artefact. Après voilà, je pense que ça vaut le coup de la jouer dans le deck de base, de tenter un petit peu avec, de voir ce que ça donne quand elle arrive sur le champ de bataille et qu'elle fait ses effets. Honnêtement, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Une autre nouvelle créature pour cette édition, l'humiliateur Vedalken, donc qui est une créature Vedalken et sorcier, qui coûte 3 génériques et 1 bleu, c'est une 3-4, et il a une capacité qui revient des tréfonds de Magic, enfin des tréfonds, j'exagère un petit peu, c'est l'art des métaux. Chaque fois que l'humiliateur Vedalken attaque, si vous contrôlez au moins 3 artefacts, les créatures que vos adversaires contrôlent perdent toutes leurs capacités et ont une force et une endurance de base de 1-1 jusqu'à la fin du tour. C'est vraiment super efficace. On a des cartes dans Magic qui permettent de faire perdre les capacités ou de transformer en 1, voire même de faire cette capacité-là en entier. Je vous avoue que c'est généralement très apprécié des joueurs de commandeurs. Puisque bon, faire perdre les capacités à certaines créatures qui peuvent parfois être extrêmement chiantes, c'est plus qu'intéressant. Donc vraiment une bonne carte qui s'intègre bien dans la thématique artefact, donc peu importe le deck. Et donc du coup, il faudrait voir un peu ce que ça peut donner durant les parties. Un autre classique de Magic Origins, la Gredine à Voltigeur, donc qui coûte 2 mana génériques et 2 bleus, c'est une 2-2 créature humain, gredin et artificier, elle cumule les jobs. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous créez 2 jetons de créatures artefacts, 1-1 incolore mécanoptère avec le vol, engagez 2 artefacts dégagés que vous contrôlez, la créature ciblée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Alors, 2-3 petites précisions.
Déjà, vous pouvez utiliser la deuxième capacité avec l'engagement de artefacts dès qu'elle arrive sur le champ de bataille, puisqu'elle crée 2 mécanoptères, c'est donc très utile. Sachant que du coup, le fait de rendre quand même une créature imbloquable, c'est toujours intéressant, puisque là, c'est un peu l'ultime de l'évasion dans le commandeur. C'est-à-dire que là, il n'y a plus rien qui peut vous bloquer, donc vous passez forcément. Ça peut être très utile sur certaines créatures qui peuvent justement achever vos adversaires, ou vraiment avoir des effets intéressants au moment où elles infligent des blessures à votre adversaire. Globalement, c'est déjà au niveau du standard Origins, justement une carte assez jouée dans le deck artefact. Et tout simplement, ça reste encore une carte très intéressante dans ce deck. Au niveau des commandants, l'avantage c'est qu'elle se greffe sur chacun d'entre eux, étant donné qu'elle a des capacités qui sont utilisables pour chacun des 3 commandants. Prochaine carte, le Juggernaut de Sombracier qui coûte 5 mana incolore, qui est une créature artefact Juggernaut, si vous ne l'aviez pas deviné. Il est indestructible, c'est la principale caractéristique du Sombracier. C'est une XX dont la force et l'endurance sont égales au nombre d'artefacts que vous contrôlez. Et en plus, il est obligé d'attaquer à chaque combat si possible. Donc du coup, là, on a une créature qui justement se base un petit peu sur le fait d'avoir beaucoup d'artefacts. Le Juggernaut de Sombracier, c'est un peu une créature qui va emmerder vos adversaires, malheureusement qui ne peut pas bloquer du coup puisqu'elle va attaquer à chaque tour si possible, excepté du coup le tour où elle est arrivée. La principale caractéristique c'est que du coup elle va emmerder vos adversaires parce que, étant donné que vous allez généralement avoir beaucoup d'artefacts, ça va quand même être une grosse créature, certes qui n'a pas le piétinement et c'est bien dommage, encore heureux je pense, parce que sinon ça serait un peu trop pété. Mais du coup vos adversaires vont devoir se forcer à la bloquer à chaque fois que vous allez l'attaquer. Après, c'est pas non plus un kill. Voilà, je pense que c'est une créature qui est vraiment là, c'est une carte sympathique, mais voilà, qui va pas non plus trop percer. Au niveau des 3 commandants, je pense qu'il n'y en a pas vraiment un en particulier qui va vraiment avoir envie de l'avoir le Juggernaut de Sombracier avec lui. Tavnos et Brudiclan ne pouvant pas réellement l'utiliser, puisqu'il n'y a pas d'interaction avec ces commandants-là. Donc du coup, voilà, à voir, ça peut être une carte assez intéressante, mais ça sera pas non plus un kill. Nouvelle carte de l'édition, le Golem de Géode pour 5 mana générique, qui est une créature artefact golem, et oui, surprenant n'est-ce pas, qui est une 5-3 et qui a le piétinement. A chaque fois que le Golem de Géode inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez lancer votre commandant depuis la zone de commandement sans payer son coût de mana. Vous payez toujours les coûts supplémentaires, donc la taxe de commandement est toujours valable. Alors je vous avoue que c'est une carte qui paraît intéressante, malheureusement elle a assez peu d'endurance, elle a le piétinement justement pour permettre de déclencher sa capacité. Tavnos, lui, ne pourra pas vraiment l'utiliser, puisque le but étant de caster votre commandant gratuitement. C'est pas vraiment utile. Je trouve que c'est une créature qui est assez sympathique aussi, mais peut-être qui paraît peut-être un petit peu trop belle. Le fait de lancer votre commandant depuis la zone de commandement gratuitement, certes c'est intéressant, mais je suis pas sûr qu'en fait le Golem de Géode survive très longtemps. Je suis même pas sûr que le Golem de Géode survive après sa première attaque. Et cela encore s'il a réussi à tenir jusqu'à votre prochain tour, après que vous l'ayez invoqué, étant donné que du coup il n'a pas la célérité non plus. Si vous avez moyen en fait de le faire revenir régulièrement du cimetière, je pense que ça peut être assez utile. Mais en dehors de ça, voilà, ça reste encore une carte à tester sur le format, voir un petit peu ce que ça donne. Puisque là, je trouve que c'est un petit peu limité comme utilisation. Mais bon, ça peut être sympathique. Carte suivante, un classique du commandeur, le Rampeur Psychotique, qui coûte 5 mana générique, qui est une créature artefact horreur. La force et l'endurance du Rampeur Psychotique sont chacune égales au nombre de cartes dans votre main. Et à chaque fois que vous piochez une carte, chaque adversaire perd 1 point de vie. Alors, c'était une créature artefact, je suis d'accord, donc du coup le deck artefact ça paraît logique. Malheureusement en fait il n'y a pas de synergie avec les artefacts dans ces mécaniques. Et typiquement en fait le Rampeur Psychotique c'est une créature qu'on a plutôt tendance à jouer dans les decks qui piochent beaucoup. Justement puisque ça peut tuer vos adversaires en leur faisant perdre des points de vie. Mais voilà, c'est pas forcément le genre de créature que j'aurais mis dans un deck artefact et je pense que c'est pas forcément ce que vous allez garder dans le deck en priorité. Autre carte, Mécanoptériste Dissident, une créature humain et artificier qui coûte 3 mana génériques, un bleu, un rouge, qui est une 2-2, et qui a l'improvisation, donc vous pouvez engager les artefacts dégagés que vous contrôlez pour payer les coûts de mana génériques avec vos artefacts. Donc quand le Mécanoptériste Dissident arrive sur le champ de bataille, créez 2 jetons de créatures artefacts incolores, 1-1 Mécanoptère avec le vol. L'avantage c'est l'improvisation, vu que si vous êtes basé sur un deck vraiment avec beaucoup d'artefacts,
vous êtes sûr de pouvoir réduire le coût. Ça crée en plus derrière 2 mécanoptères avec le vol. Voilà, c'est assez intéressant pour le deck Brudiclad. Tavnos sera également content de pouvoir dédoubler la capacité également. Donc du coup 4 jetons à la place de 2, c'est encore mieux. Et bon, Saeli, 2 artefacts en plus, elle sera contente, surtout si vous avez pu du coup réduire son coût avec l'improvisation ou même avec la capacité de Saeli. Assembleur de mécanoptères, c'est une carte que je ne m'attendais pas vraiment à voir, qui est une créature artefact mécanoptère qui coûte 6 mana générique, une 5-5 vol. Au début de votre entretien, si vous ne contrôlez pas d'autres mécanoptères que l'assembleur de mécanoptères, renvoyez l'assembleur de mécanoptères dans la main de son propriétaire et créez 5 jetons de créature artefact 1-1 incolore mécanoptère avec le vol. Alors moi je n'aime pas trop cette carte, tout simplement parce que vous payez 6 mana pour une créature qui va devoir attendre votre prochain tour pour faire un effet, à condition que vous n'ayez pas de mécanoptère, sachant quand même que dans le deck de base, il y a quand même pas mal de moyens de faire pop des mécanoptères, et ensuite ça la renvoie en main pour faire des jetons. Les jetons sont quand même généralement plus faibles, sachant qu'en plus il y a quand même pas mal de boons dans le format du commandeur. Je ne vais pas vous reparler de Cyclonic Rift, la faille cyclonique, qui justement renvoie tous les permanents non-terrain que les adversaires contrôlent dans la main de leur propriétaire. Donc voilà, les jetons, ils sont pas forcément contents dans ce genre de cas, mais je ne sais pas, c'est une créature qui m'a jamais trop intéressé. Après, à vous de voir, testez-la, essayez-la dans le deck, vous voyez si jamais ça fonctionne bien. Ça se trouve avec le deck qui nous est présenté justement, ça peut bien fonctionner. Donc à voir. Escoufle en fer d'acier, un grand classique du commandeur aussi qui est beaucoup joué. Une créature artefact dragon qui coûte 6 mana générique, une 5-5 vol. Pour 2 mana génériques, l'escoufle en fer d'acier gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour, mais c'est pas pour ça qu'il est joué, c'est pour l'autre capacité. Pour X mana générique, détruisez chaque permanent non terrain avec un coût converti de mana de X dont le contrôleur a reçu des blessures de combat par l'escoufle en fer d'acier ce tour-ci. N'activez cette capacité qu'une seule fois par tour. Je vous avoue que l'escoufle en fer d'acier, en fait, c'est l'un des piliers du deck artefact en général, puisqu'il vous permet de gérer tout ce qui est permanent non terrain, ce qui est généralement une petite difficulté pour les decks artefacts. C'est-à-dire par exemple les enchantements, les autres artefacts que vos adversaires peuvent contrôler. On a très peu de moyens de le gérer dans ce genre de deck, puisqu'on aime bien avoir des artefacts, et l'escoufle en fer d'acier, en fait, il réunit à la fois la condition d'être un artefact, il a en plus un moyen d'évasion avec le vol, et il a cette capacité qui permet vraiment de raser un board de manière efficace. Alors évidemment, malheureusement, vous ne pouvez l'utiliser qu'une seule fois par tour, c'est normal, parce que si vous pouvez l'utiliser 3 ou 4 fois, vous pourriez carrément détruire le board de votre adversaire. C'est un coût de mana fixe, c'est-à-dire c'est pas X ou moins, c'est vraiment X. Donc du coup, c'est une créature assez intéressante, et honnêtement qui vaut la peine d'être jouée dans les decks artefacts de manière générale. Prochaine créature, une créature dont je ne me souvenais pas, la machine de mort galopante, qui est une créature artefact construction qui coûte 6 mana générique, qui était édité avant dans M 2015, et qui est une 6-6. Elle ne peut pas être bloquée par des créatures avec une force inférieure ou égale à 2, et en plus, quand elle meurt, elle inflige 6 blessures à une cible, adversaire ou planeswalker. Alors, je suis pas trop fan vis-à-vis des commandants qui sont proposés de cette créature. L'avantage c'est que Saeli à la limite peut réduire le coût pour que vous ayez une 6-6 pour, je ne sais pas, 2 ou même 0 éventuellement. Donc du coup ça peut vraiment être intéressant à ce niveau là. Après ça reste une créature qui ne fait pas grand chose, elle va attaquer. En commandeur on a quand même tendance à avoir des grosses bêtes qui sortent au bout d'un moment. Disons que force inférieure ou égale à 2, il va pas en avoir beaucoup qui vont rester sur le champ de bataille, à moins que vous ayez un deck jeton en face. Mais je pense que la plupart du temps vous serez quand même face à des créatures un petit peu plus grosses. Le fait qu'elle inflige également des blessures à une cible adversaire au planeswalker, c'est intéressant. C'est dommage qu'elle ne cible pas également les créatures, mais bon voilà, on peut pas tout avoir non plus. Mais donc du coup je pense que c'est une créature que vous allez essayer, vous allez voir si elle fonctionne ou pas, et je pense que ce sera peut-être l'une des premières que vous allez essayer de dégager du deck si vous voulez le modifier. Ensuite une réédition qui est fort bien méritée, c'est le répliquant. Je m'attendais pas du tout à le voir en commandeur, mais je suis très content qu'il le soit. C'est une créature artefact change-forme qui coûte 6 mana générique, qui est une 2-4, mais il a l'empreinte, une vieille capacité. Quand le répliquant arrive sur le champ de bataille, vous pouvez exiler la créature non jeton ciblée. Tant qu'une carte exilée avec le répliquant est une carte de créature, le répliquant a la force, l'endurance et les types de créatures de la dernière carte de créature exilée avec le répliquant. Il est toujours un change-forme. Donc en fait, tout simplement, c'est un exil créature sur pattes.
il est là pour ça, donc c'est vraiment intéressant comme carte, étant donné que du coup on veut garder des artefacts, et on veut pas forcément rajouter des sorts, des éphémères, des rituels qui vont permettre de tuer une créature. Là on a le répliquant, qui est une créature qui permet justement d'exiler une carte. Sachant que du coup en plus, étant donné que c'est un change-forme, il prend la force, l'endurance et les types de créatures, malheureusement pas les capacités, mais c'est aussi assez intéressant du coup, puisque vous pouvez tuer la plus grosse créature de votre adversaire, pardon, l'exiler, pour être plus précis, et reprendre sa force et son endurance. Donc c'est quand même assez intéressant, on peut avoir de gros body éventuellement, donc c'est plus qu'intéressant. Également, du coup, Tavnos, lui, il est content parce qu'il peut même dédoubler la capacité du répliquant et faire en sorte qu'il exile 2 créatures à la place d'une. Ça ne vous coûte que 2 mana de plus, c'est toujours intéressant. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une carte qui vaut son pesant d'or en commandeur quand on veut jouer artefact. Une autre carte qui vaut son pesant de cacahuètes en artefact, et même de manière générale, c'est l'âme de la nouvelle Phyrexia, donc une créature artefact avatar qui coûte 6 mana générique, qui est une 6-6, qui a le piétinement, mais c'est pas ça qui nous intéresse, c'est les 2 capacités qu'elle possède derrière. La première, pour 5 mana générique, les permanents que vous contrôlez acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Et la deuxième, pour 5 mana générique, exilez la lame de la nouvelle Phyrexia depuis votre cimetière, les permanents que vous contrôlez acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc déjà c'est intéressant puisque même quand elle est morte, elle permet quand même de s'exiler pour faire son effet encore une dernière fois. C'est le dernier effet avant la mort, le chant du cygne, si vous voulez, avant de dire adieu et de partir en exil. Mais le fait de pouvoir rendre tous vos permanents indestructibles, sachant que c'est une capacité activée, donc du coup vous pouvez l'activer à n'importe quel moment, donc pendant le tour de votre adversaire ça fonctionne également, ça va peut-être vous demander de garder un petit peu de mana en réserve, étant donné qu'elle coûte 6 elle-même, donc une capacité activée qui coûte 5, c'est quand même assez cher. Mais honnêtement, rendre tous vos permanents destructibles, je pense qu'il n'y a pas grand chose qui passe au-dessus de ça. Donc c'est quand même une carte très intéressante pour les decks artefacts, et même dans d'autres decks ça se joue également, donc écoutez, 100% admis, apprécié, etc. La prochaine carte c'est une réédition d'un autre deck Commander, qui est également une réédition d'une carte d'Alara, et elle s'appelle la Sphinge Écailleuse. C'est une créature artefact Sphinx, qui coûte 4 mana génériques et 2 mana bleus. C'est une 4-4 avec le vol, et à chaque fois qu'une créature artefact que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez créer un jeton de créature artefact 1-1 bleu mécanoptère avec le vol. Pourquoi bleu? Parce qu'à l'époque sur Alara, les mécanoptères étaient bleus. Voilà, logique. Alors l'avantage c'est que justement c'est une créature artefact, donc c'est-à-dire que pour vous, pour la sphinge aussi, ça fonctionne. Si jamais elle fait des blessures de combat à un joueur, mais du coup vous faites un mécanoptère. Je trouve ça assez intéressant parce qu'en plus c'est à chaque fois qu'une créature artefact que vous contrôlez inflige des blessures de combat. C'est-à-dire que si jamais il y a plusieurs créatures artefacts qui infligent des blessures en même temps, à chaque fois vous ferez un mécanoptère. Donc du coup ça s'engrange au fur et à mesure. Brudiclad il est content parce que ça fait plein de jetons en plus. Tavnos, l'avantage c'est que justement lui aussi peut copier la capacité. Et bon, Saeli ça lui fait encore plus d'artefacts, sachant qu'en plus la sphinge étant elle-même un artefact, c'est quand même assez intéressant. Donc honnêtement une carte vraiment sympathique qui mérite sa place dans le deck artefact. Alors une autre carte qui mérite vraiment sa place, alors pas dans le deck artefact, mais dans tous les decks artefacts, c'est la sphère de bataille Myr. C'est un grand classique du Commander. C'est une créature artefact Myr et construction qui coûte 7 mana génériques, ça fait beaucoup. C'est une 4-7, mais en plus elle arrive sur le champ de bataille avec 4 jetons de créatures artefacts 1-1 incolore Myr. Et à chaque fois que la sphère de bataille Myr attaque, vous pouvez engager X Myr dégagés que vous contrôlez. Si vous faites ainsi, la sphère de bataille Myr gagne plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour et inflige X blessures aux joueurs ou aux Planeswalkers qui l'attaquent. Honnêtement, c'est quand même assez intéressant, surtout qu'on a plusieurs commandants là qui sont extrêmement contents de connaître la sphère de bataille Myr. Saeli parce que du coup pour une raison assez simple, c'est qu'elle peut réduire le coût de la sphère de bataille Myr, et en plus derrière ça génère non pas un artefact, mais 5 artefacts, puisqu'il y a les 4 jetons qui vont avec, qui sont également des artefacts. Donc 5 artefacts pour cette mana, Saeli est très contente, sachant qu'elle peut en réduire le coût avec sa deuxième capacité. Donc du coup c'est assez intéressant. De l'autre côté, on a Tavnos qui peut également dédoubler le nombre d'artefacts, le nombre de jetons qui arrivent sur le champ de bataille avec la sphère de bataille Myr, et Brudiclad lui est très content parce que les jetons il adore ça. Surtout que Brudiclad peut faire en sorte que tous les jetons que vous possédez soient des Myr pour justement l'utiliser avec la sphère de bataille Myr.
et à mon avis ça peut être un kill cette combinaison. Donc, prudence, mes chers amis qui joueront contre le deck artefact, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire une bonne combinaison avec Brudiclad. Et même avec les autres decks, il y a moyen, enfin avec les autres commandants, pardon, il y a moyen que ça soit assez efficace. Donc vraiment une très bonne créature, et du coup on attend de voir un peu ce que ça va donner avec ces commandants-là. Alors une créature qui n'est pas forcément un classique du commandeur, mais qui est une de mes préférées pour le deck artefact, c'est l'Embraseur Escoufle Enfer qui coûte 5 mana génériques et 2 rouges. C'est une créature dragon avec le vol, la célérité et qui est une 5/5. Mais en dehors de ces statistiques-là, il a également une petite compétence fort sympathique. Pour un mana générique et un mana rouge, l'Embraseur Escoufle Enfer gagne plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour. X étant le nombre d'artefacts que vous contrôlez. Si vous faites un deck 100% artefact, enfin pas 100%, mais avec énormément d'artefacts, bien plus que ce qu'il y a dans le deck de base, je pense que là, on est quand même sur une créature qui est une valeur extrêmement sûre. Sachant qu'en plus, Saeli peut réduire son coût, donc du coup il peut sortir bien avant le tour 7. Tavnos, lui, bon, peut copier la capacité, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt puisque ça coûte exactement le même nombre de mana. Malheureusement, Tavnos, même, ça coûte un bleu, également. Et Brudiclad s'en fout un peu. Mais bon, Brudiclad fait des jetons aussi, donc du coup il y a vraiment moyen que ça lui soit bénéfique. Donc l'Embraseur Escoufle Enfer, à partir du moment où vous avez une tonne d'artefacts, c'est vraiment très intéressant de l'avoir dans le deck, juste parce qu'il va vraiment mettre vos adversaires dans la merde, à partir du moment où il peut passer et quasiment tuer quelqu'un. Carte suivante, Bosch, non pas celui-là, Bosch le Golem de Fer, qui coûte 8 mana générique, qui est une créature artefact légendaire, Golem, 6-7, et qui a le piétinement. Alors, son identité colorée est rouge, car il a une capacité rouge, qui coûte 3 mana générique, 1 mana rouge, et sacrifier l'artefact. Bosch Golem de Fer inflige autant de blessures que le coût converti de mana de l'artefact sacrifié à n'importe quelle cible. Alors, c'est quand même... Bosch, c'est quand même une créature autour de laquelle il faut un petit peu builder le deck. Le but serait peut-être avec Saeli justement de réduire le coût de Bosch en ayant beaucoup de petits artefacts, et derrière de pouvoir invoquer des artefacts bien plus gros qui coûtent bien plus cher, et du coup vous pouvez sacrifier avec Bosch pour éventuellement tuer un adversaire. Du coup là le but ce serait vraiment d'avoir des gros artefacts, pas forcément des artefacts qui ont un énorme impact sur la partie. Donc voilà, Bosch c'est pas forcément une de mes créatures préférées pour les decks artefacts, parce que bon, le fait de sacrifier, à moins que vous ayez moyen de faire revenir vos artefacts, c'est toujours un petit peu gênant de sacrifier ces artefacts, puisque c'est une ressource qu'on aime bien utiliser régulièrement. Bon, Bosch, à voir si vous voulez le garder, si vous voulez construire un petit peu plus autour, avec du sacrifice d'artefacts que vous pouvez faire revenir, etc. Il y a moyen, donc ça peut être intéressant. Ensuite, alors, la prochaine carte, je vais être assez honnête avec vous, je vous conseille de l'enlever dès que possible du deck, pour une raison très simple, elle n'est pas fun. Donc, autant je suis d'accord pour mettre des cartes qui sont bonnes, qui sont intéressantes, qui sont vraiment puissantes, celle-là n'est pas fun. Je vais vous expliquer pourquoi quand je vous aurai lu la carte. C'est le Léviathan de l'Encrier, qui est une créature artefact Léviathan, qui coûte 7 mana génériques et 2 bleus, qui est une 7/11, qui a le piétinement, la traversée des îles et le linceul. Alors, je pense que vous avez déjà compris pourquoi est-ce qu'elle n'est pas vraiment fun. Déjà parce qu'elle a la traversée des îles, et que du coup ça veut dire que dès qu'il y a une île sous le contrôle de d'un de vos adversaires, vous pouvez l'attaquer librement sans craindre d'être bloqué. Mais si elle n'a pas la traversée des îles, parce que malheureusement il n'y a pas d'île en face, elle a le piétinement, donc du coup on s'en fout. Et en plus elle a 11 d'endurance, donc du coup là il faut vraiment beaucoup bloquer. Et en plus si on veut vous la tuer avec un sort, on ne peut pas parce qu'elle a le linceul. Donc du coup elle ne peut pas être la cible, même pas la cible de vos sorts et de vos capacités. Et voilà, donc du coup c'est vraiment une des cartes qui a tendance à... après elle coûte cher, mais le problème c'est qu'il y a Saeli qui existe maintenant comme commandant, et qu'elle va avoir tendance à réduire le coût justement de vos sorts, et donc des sorts les plus chers comme le Léviathan de l'Encrier. Donc je suis assez dubitatif, je vous avoue. C'est pas vraiment une carte très fun, c'est certainement un moyen de kill aux adversaires, mais le problème c'est qu'il y a tellement peu d'interactivité possible avec elle que vos adversaires généralement vont être là. Voilà. Alors, une dernière créature, c'est une de mes préférées parce que c'est une nouvelle créature de l'édition, et je la trouve assez surprenante au niveau de ses capacités. C'est l'ancienne idole de pierre. C'est une créature artefact golem qui coûte 10 mana générique, c'est une 12/12 avec le flash, qui fait en sorte que ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque créature attaquante. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle a le flash, pour la lancer durant la phase d'attaque.
Elle a le piétinement en plus, pour une dose 12 normale, et en plus quand elle meurt, vous créez un jeton de créature artefact 6-12 incolore construction avec le piétinement. Alors là, il va falloir faire un petit résumé assez rapide. Donc elle réduit son coût de mana toute seule. Déjà, rien que par le fait que les créatures sont attaquantes. Donc ça peut être pendant le tour de l'adversaire si vous avez besoin de bloquer en urgence. Mais ça peut également être durant votre tour. Notamment, je pense, juste après avoir utilisé la deuxième capacité de Saeli qui vous permet de réduire le coût d'un sort que vous allez lancer en fonction de vos artefacts. Parce que, imaginons, Saeli utilise sa capacité numéro 2. Donc du coup, hop, le sort coûtera 1 de moins pour chaque artefact que vous contrôlez. Vous avez des créatures artefacts, des petites créatures artefacts qui sont sur le champ de bataille. Imaginons que vous en avez 5. Voilà. Je prends un chiffre au pif, ou presque. Ces créatures-là, vous décidez de les faire attaquer. Et là, vous lancez l'ancienne idole de pierre pour 0. Oui, vous avez bien entendu. Pour 0, puisque, étant donné qu'il y a 5 créatures attaquantes et que ce sort-là coûte 5 de moins à lancer parce qu'il y a 5 artefacts sur le champ de bataille, et bien du coup, tout simplement, vous avez payé 0 pour invoquer une 12-12. Oui, bon alors là c'est peut-être un scénario assez idéal, mais le but quand même du deck Saeli, c'est d'avoir un maximum de créatures artefacts. Donc l'avantage du coup c'est que la deuxième capacité de Saeli permet vraiment de réduire le coût des gros artefacts et des gros sorts que vous voulez lancer en général. Et donc du coup l'ancienne idole de pierre elle est carrément dans cette catégorie-là. En plus derrière on a la deuxième capacité que j'adore, vraiment, parce qu'en fait finalement quand l'idole de pierre meurt, vous avez juste la moitié de l'idole qui reste encore en vie. Donc c'est une 6-12, elle a moins de force, enfin elle a la moitié moins de force et du coup vous avez encore la même endurance. Du coup Tavnos peut d'ailleurs être content là-dessus puisque il peut dédoubler la capacité et faire en sorte d'en avoir 2, donc 2 6-12 c'est encore mieux. Et Brudiclad il est content parce que ce sont des jetons en plus. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose autour de cette ancienne idole de pierre qui mérite d'être jouée et pas forcément uniquement notre deck artefact. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne dans la méta si jamais il y a beaucoup de decks qui veulent la jouer, mais moi je suis assez confiant. Alors on passe maintenant aux artefacts, autre catégorie intéressante évidemment. Je vais passer assez rapidement sur tous les cailloux du deck. Je vais vous les nommer, mais voilà, ils vont passer à l'écran très vite. Puisque les cailloux ce sont simplement des artefacts qui permettent de produire du mana. Donc on a le classique, l'anneau solaire, qui permet de rajouter 2 mana en n'en payant qu'un seul. On a pour 2 mana le cachet d'Izet qui permet de recycler 1 mana pour faire un bleu et un rouge. On a la lentille prismatique pour 2 mana qui fait 1 mana incolore ou qui permet de faire un mana de la couleur de votre choix si vous payez un mana générique. Vous avez la pierre de l'esprit qui est un grand classique qui permet pour 2 mana d'avoir un artefact qui produit du mana incolore, 1 mana incolore ou alors qui permet de se sacrifier pour 1 mana générique et du coup vous piochez une carte. Vous avez la lithoforce usée qui arrive engagée sur le champ de bataille, qui coûte 3 et qui fait 2 mana. Vous avez, alors là je vais m'arrêter 2 petites secondes dessus, la loupe, qui est alors un artefact qui coûte 3, qui fait 1 mana incolore, pardon, et pour 4 mana génériques, plus vous l'engagez, vous enquêtez, donc vous créez un jeton indice. Donc du coup, petit intérêt avec Brudiclad également, ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, puisque les jetons indices se sacrifient pour piocher, et du coup Brudiclad permet de éventuellement les transformer en créatures, ou l'inverse, de transformer tous vos autres jetons en indices, pourquoi pas. On a l'obélisque instable qui coûte 3 mana et qui fait du mana 1 mana incolore, et elle a une deuxième capacité assez intéressante, c'est pour 7 mana génériques, vous l'engagez ou la sacrifiez, vous détruisez le permanent ciblé. C'est l'un des rares moyens en fait que les decks qui n'ont pas de moyens de gestion, et surtout les decks artefacts, pour détruire un permanent en fait, que ce soit un artefact, enchantement, terrain éventuellement, c'est l'un des rares moyens qui existent pour ces decks là, de gérer ce genre de problème. Ensuite un grand classique, la sphère de commandement pour 3 mana. Vous l'engagez, vous ajoutez un mana de n'importe quelle couleur de l'identité de couleur de votre commandant, et vous pouvez la sacrifier gratuitement pour piocher une carte. Donc très intéressant. Un caillou auquel je ne m'attendais pas. C'est l'urne du repos sans fin pour 3 mana, qui arrive sur le champ de bataille, et qui fait en sorte de mettre une carte ciblée d'un cimetière au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Très bien si jamais il y a un adversaire qui joue sur le fait de jouer avec son cimetière. Donc du coup, vous allez pouvoir éventuellement mettre une de ses cartes préférées qu'il comptait justement faire revenir le cimetière au-dessous de sa bibliothèque, ou alors également vous permettre de remettre dans votre bibliothèque une carte que vous voulez repiocher plus tard. Autre caillou pour 4, l'archivédron, qui fait 2 mana incolore, et pour 2 mana génériques, vous l'engagez, vous la sacrifiez, vous piochez 2 cartes. C'est comme la pierre de l'esprit, c'est juste ça coûte 2 fois plus, qu'il fait 2 fois plus de mana et qu'il vous fait piocher 2 fois plus. Voilà.
Alors celui-ci, je vais le considérer comme un caillou parce que je l'aime tout particulièrement depuis qu'elle a été rééditée. C'est l'urne à Saint-Timite qui coûte 5 mana. Au début de la première phase principale de chaque joueur, si l'urne à Saint-Timite est dégagée, ce joueur ajoute un mana incolore pour chaque artefact qu'il contrôle. Étant donné que vous allez avoir certainement plus d'artefacts que vos adversaires, vous en fichez de donner 2 ou 3 mana à vos adversaires. Si vous pouvez en avoir 10, vous... Bon, 10, j'exagère peut-être un petit peu, mais au minimum vous en aurez un, puisque l'urne à Saint-Timite est elle-même un artefact. Donc bon, moi je trouve ça très intéressant. Ensuite, l'édron pierre de rêve. Alors je vous ai parlé de la pierre de l'esprit, de l'archivédron. L'édron pierre de rêve, en fait lui il coûte 6, il permet d'ajouter 3 mana incolores, et pour 3, vous sacrifiez et vous piochez 3 cartes. Donc en fait c'est pierre de l'esprit c'est 1, archivédron c'est 2, et édron c'est 3. Ne soyez pas trop effrayés par son gros coup de mana, je vous rappelle également que vous avez quand même Saeli comme commandant, qui est assez intéressant justement pour réduire son coût et vous permettre éventuellement de vous refaire tout simplement. Dès que vous avez 3 artefacts, en fait, vous pouvez lancer l'édron pour 3 et du coup refaire 3 mana avec l'édron. Donc c'est assez intéressant de pouvoir justement réduire un peu son coût comme ça. Dernier caillou de la série qui est justement un nouveau caillou, qui est le joyau convoité qui coûte 6 mana générique. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous piochez 3 cartes et vous pouvez l'engager pour ajouter 3 mana d'une seule couleur à votre choix. Alors, du coup, le fait que ça soit 3 mana d'une seule couleur, c'est pas vraiment très intéressant pour les decks qui ont beaucoup de couleurs. Mais pour les decks monocolores et éventuellement du coup les decks de 2 couleurs, c'est quand même suffisamment intéressant. Mais vous ne pensez quand même pas que vous allez pouvoir piocher 3 pour 6 et faire en plus 3 mana derrière. Il y a une deuxième capacité que je dois vous lire. À chaque fois qu'au moins une créature qu'un adversaire contrôle vous attaque et n'est pas bloquée, ce joueur pioche 3 cartes et acquiert le contrôle du joyau convoité. Dégagez-le. Donc en fait, c'est malheureusement un joyau qui va tendance, c'est comme son nom le dit, hein, il est convoité, donc du coup il va passer un petit peu de la main d'un adversaire à un autre. Et je ne suis pas trop fan. Honnêtement, je pense qu'il y a des decks qui pourront utiliser cette capacité justement d'avoir un de vos artefacts sous le contrôle d'un adversaire, notamment Zedrou, hein, on y pense tous. Mais je ne suis pas sûr que j'ai réellement envie de permettre à mes adversaires de piocher 3 chaque fois qu'ils m'attaquent et qu'ils ne sont pas bloqués. Ça risque de faire un sacré bordel, c'est un gros moteur de pioche, et je ne suis pas sûr que ça soit vraiment intéressant. Disons que vous avez un intérêt à piocher 3 cartes, mais derrière il faudrait presque sacrifier automatiquement le joyau pour éviter justement que vos adversaires en prennent le contrôle, à moins que vous ayez une défense parfaite. Mais là, j'ai un petit doute sur cette carte. Je pense que malheureusement, le contre-coup est assez énorme. Après, à voir comment est-ce que ça peut être exploité, justement, cette capacité de passer sous le contrôle d'un adversaire. La fonderie de modernisation est notre premier artefact non caillou, qui coûte 1 mana générique, qui est un nouvel artefact. Vous payez 3, vous la dégagez. Vous avez évidemment d'autres capacités. Pour 2 mana génériques, vous l'engagez, vous créez un jeton de créature artefact 1-1 incolore cerveau. Pour un mana générique, vous l'engagez, vous sacrifiez un cerveau, vous créez un jeton de créature artefact 1-1 incolore mécanoptère avec le vol, et vous l'engagez, vous sacrifiez un mécanoptère, créez un jeton de créature artefact 4-4 incolore construction. Alors le fait de pouvoir la dégager, c'est justement pour pouvoir utiliser ses capacités en boucle. Ça me fait beaucoup penser au comptoir de commerce, où en fait la première capacité permet de déclencher ensuite la deuxième, puis ensuite la deuxième permet de déclencher la troisième, parce qu'à chaque fois il y a un coût supplémentaire en dehors du coût de mana. La troisième permet de déclencher la quatrième, et la quatrième permet de déclencher la première. Bon là c'est pas tout à fait le cas, mais la deuxième capacité permet de déclencher la troisième permet de déclencher la quatrième, et éventuellement la première pour dégager, pour les utiliser l'une à la suite de l'autre. Mais bon, c'est peut-être un peu moins fort. L'avantage c'est que du coup, étant donné que Saeli vous fait des cerveaux, vous pouvez également du coup recycler vos cerveaux pour en faire des mécanoptères. Personnellement, je n'irai pas jusqu'à sacrifier des mécanoptères pour en faire des 4-4, parce que malheureusement, ce sont juste des 4-4. Je préfère avoir des créatures avec le vol, surtout une petite armée de mécanoptères, plutôt d'avoir une armée de construction 4-4, à moins que vous ayez un intérêt justement à le faire, mais je ne suis pas trop fan. Donc peut-être juste se limiter aux mécanoptères, et à la limite, de base, uniquement pouvoir faire des cerveaux. Du coup, ça fait que vous pouvez au moins faire un cerveau à chaque tour. C'est quand même assez intéressant. Alors un autre artefact à 1 mana, c'est des griffes racleuses. Vous l'engagez, le joueur ciblé exile une carte de son cimetière, et vous payez 1 mana générique, vous la sacrifiez, vous exilez la carte ciblée d'un cimetière et piochez une carte. Je ne suis vraiment pas fan de cette carte. Là je vous avoue tout de suite, je ne suis pas fan du tout. Parce que
le problème c'est que la première capacité, c'est le joueur ciblé en fait qui exile, qui choisit quelle carte il va exiler de son cimetière. Donc du coup il peut très bien se débarrasser d'une carte dont il se fiche éperdument. Ensuite, l'autre capacité, ça permet justement d'exiler une carte ciblée, mais ça demande de sacrifier les griffes. Certes, ça vous fait piocher, c'est intéressant, mais je trouve que c'est très dépendant de la situation. C'est-à-dire que si vous avez des decks en face qui ne jouent pas sur le cimetière, ça va vraiment pas forcément vous aider d'avoir cette carte-là dans le deck. Donc je pense que c'est peut-être une des cartes que vous allez enlever de votre deck, à moins que vous ayez justement un groupe d'amis dans lequel il y a pas mal de jeux sur le cimetière. Là, par contre, peut-être que ça vaut le coup de le garder. Surtout si vous avez moyen éventuellement de faire revenir les griffes racleuses du cimetière, ça c'est aussi autre chose. Donc voilà, peut-être pas forcément une carte que je conseillerais énormément. Nouvel artefact de cette édition, l'Atlas Infini qui coûte 2 mana génériques. Vous payez 2 mana génériques justement, vous l'engagez et vous piochez une carte. N'activez cette capacité que si vous contrôlez au moins 3 terrains du même nom. Alors du coup généralement ça va être quand même des terrains de base, puisque ça arrive très peu souvent que vous ayez plusieurs terrains non basiques du même nom, en commandeur. Vu les règles qui s'appliquent, mais je trouve ça assez intéressant, parce que du coup pour 2 mana, vous piochez une carte, c'est sympathique, ça se fait du coup à chacun de vos tours, la condition est pas non plus trop compliquée à remplir, surtout si vous jouez 2 couleurs, 3 couleurs c'est peut-être un peu plus compliqué, 4 couleurs et 5 couleurs beaucoup plus, mais voilà, il y a vraiment moyen sur les decks monocolores et bicolores, du coup d'utiliser cette carte et d'avoir une capacité qui est assez intéressante. Surtout qu'avec Tavnos, vous pouvez même la dédoubler, et donc voilà, tout le monde est content de piocher les cartes de manière générale, hein, surtout en deck artefact, donc je pense que ça vaut le coup de jouer cette carte qui m'a l'air fort intéressante. Alors, un artefact classique de ces éditions commandeurs, les bottes de pied d'agile qui coûtent 2 mana, c'est un artefact équipement celui-ci, et la créature équipée a la défense talismanique et la célérité, et elle a un coût d'équipement de 1. Je suis déçu de ne pas voir les Lightning Greaves, les jambières d'éclair, qui elles du coup donnent le linceul à la place de la défense talismanique et qui ont un coût d'équipement de 0. Mais j'ai cru comprendre que justement Wizards voulait un petit peu enlever la capacité du linceul et éviter que les jambières d'éclair se reviennent un peu trop récurremment. Donc du coup je pense qu'on ne les reverra plus beaucoup ou plus du tout. Donc bon, écoutez, là on a juste les bottes de pied d'agile qui sont bien aussi. Mais bon, voilà, c'est une petite déception personnelle, mais c'est quand même toujours un très bon artefact pour protéger votre commandant, par exemple, ou d'autres créatures qui sont importantes pour vos yeux. Alors, je vous préviens tout de suite, pour les prochains artefacts, je risque de couiner un petit peu de plaisir, hein, évidemment. Non, je ne fais rien de malsain, ne vous inquiétez pas. C'est juste que ce sont des artefacts que j'aime bien, que j'adore même, que je trouve fun, complètement délirant, et du coup, je suis très content de les voir tous dans un deck. Donc voilà, on va commencer par la cuve de mimétisme qui coûte 3 mana. Elle a la capacité d'empreinte, elle aussi. À chaque fois qu'une créature non jeton meurt, vous pouvez exiler cette carte. Si vous faites ainsi, renvoyez chaque autre carte exilée avec la cuve de mimétisme dans le cimetière de son propriétaire. Voilà, donc en fait on remplace l'ancienne carte par une nouvelle. Ok. Deuxième capacité, la plus intéressante. Pour 3 mana génériques, vous l'engagez, vous créez un jeton qui est une copie d'une carte exilée avec la cuve de mimétisme. Il acquiert la célérité, exilez-le au début de la prochaine étape de fin. Vraiment, j'aime beaucoup cette carte parce qu'en fait, elle s'appuie notamment sur votre deck, puisque vous pouvez exiler vos propres créatures qui meurent. Donc du coup, vous pouvez en fait reproduire vos créatures malheureusement qui sont mortes, que vous ne pouvez éventuellement pas ranimer. Et en plus, ça crée des jetons. Donc du coup, Brudiclad est également content, puisque Brudiclad peut faire en sorte que tous vos jetons soient des copies de ce jeton-là. Et oui, pourquoi pas. Donc c'est vraiment intéressant. Tavnos permet également pour 2 mana de copier la capacité activée, donc de créer un deuxième jeton, pourquoi pas. Et Saeli est contente parce que ça fait plein d'artefacts, donc voilà. Sachant que du coup on aime bien avoir des effets d'arrivée en jeu aussi au niveau des jetons qu'on va créer, ou alors tout simplement avoir des grosses créatures, hein, des cartes qui valent vraiment le coup. Donc honnêtement moi je suis très content parce que c'est une carte qui s'adapte vraiment à votre jeu mais également au jeu des adversaires. Donc c'est un peu passe-partout, moi j'aime bien, c'est sympa, c'est fun. On sait jamais trop ce qui va se passer avec une cuve de mimétisme sur le champ de bataille. Donc du coup, ça peut donner lieu un petit peu à des combos un peu folles ou des choses un peu absurdes, voilà. Alors, autre carte que j'adore, donc un artefact à 4 qui s'appelle l'horloge débridée. Alors, je l'adore pourquoi ? Déjà parce que je ne la possède pas, c'est l'une des rares cartes que je ne possède pas
dans les decks artefacts, et que je trouve absolument énorme parce que elle permet de dégager tous les artefacts que vous contrôlez pendant l'étape de dégagement de chaque autre joueur. Du coup ça veut dire tous vos cailloux, ceux qui font du mana, hop, dégagés. Ça permet vraiment de faire du mana durant le tour de vos adversaires, et du coup éventuellement de lancer des sorts pendant leur tour. Donc vraiment intéressant, moi j'aime beaucoup. Il y a des jeux qui combotent un petit peu autour, donc ça peut vraiment être sympathique. Moi très content de voir qu'elle est éditée là, et que du coup je vais pouvoir la voir quoi, tout simplement. Alors, une autre carte que j'adore, c'est le portail prototype, un artefact pour 4 mana, qui a également l'empreinte. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez exiler une carte d'artefact de votre main, vous payez X, vous l'engagez, vous créez un jeton qui est une copie de la carte exilée. X est le coût converti de mana de cette carte. Donc, alors là, c'est un petit peu pareil que la cuve de mimétisme, on est vraiment sur une optique du jeton, mais là, en fait, c'est un jeton d'artefact que vous possédez dans votre main. Donc c'est assez intéressant, honnêtement j'aime beaucoup le fait que ça fait des jetons d'artefacts, sachant qu'il y a des artefacts qui sont très utiles, notamment en grand nombre. Par exemple, je prends un exemple un peu con, mais vous vous souvenez de l'urne à Saint-Imite qui fait du mana au début de l'étape principale en fonction du nombre d'artefacts que ce joueur contrôle. Si vous avez 2 urnes à Saint-Imite, du coup vous avez 2 fois ce nombre de mana. Alors certes, là c'est une combo pour du mana, mais il y en a d'autres qui sont possibles. Là j'ai pris un exemple simple, mais du coup ça peut vraiment être intéressant d'avoir des copies d'artefacts comme ça qui reviennent, qui sont là en plus de manière permanente, hein, contrairement à la cuve de mimétisme qui exile à la fin du tour. Là c'est des jetons qui sont présents et qui restent sur le champ de bataille. Après bon, du coup vous devez toujours payer le coût de mana et engager le portail prototype, mais honnêtement, payer plusieurs fois le même coût de mana pour avoir plusieurs exemplaires de la même carte, étant donné qu'en commandeur généralement on ne peut pas avoir plusieurs exemplaires de la même carte, je suis assez content, donc on peut avoir des petites combos assez débiles. Et puis Brudiclad, lui aussi, aime bien quand on fait des jetons. Donc voilà, Brudiclad est content, Tavnos est content aussi, puisqu'il peut dédoubler cette capacité. Et Saeli, du coup, ça fait plus d'artefacts qui arrivent sur le champ de bataille, donc c'est la fête pour tout le monde. Et dernière carte, alors celle-là je ne la connaissais pas, mais je l'aime beaucoup depuis que je l'ai découverte, c'est le chantier de miroir qui coûte 5 mana. À chaque fois qu'un autre artefact non jeton arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, vous pouvez payer 2 mana génériques. Si vous faites ainsi, créez un jeton qui est une copie de cet artefact. J'aime beaucoup, parce que du coup on parlait justement de faire des copies d'artefacts. Là, contrairement au portail prototype, du coup vous payez uniquement 2, mais par contre vous ne le faites uniquement que quand l'artefact arrive sur le champ de bataille. Donc vous pouvez avoir une copie supplémentaire. Brudiclad est content, Tavnos est content, enfin voilà, c'est vraiment le... Je pense que c'est quand même une carte qui est assez intéressante et qui mérite de rester dans le deck juste pour voir un petit peu les combos débiles qu'on peut trouver, ou même ne serait-ce que des petites synergies, ou d'avoir plusieurs exemplaires de la même carte, du même artefact, qu'est-ce que ça peut donner. Donc voilà, je pense que c'est vraiment intéressant. Alors c'est tout pour nos artefacts, on va pouvoir passer aux dernières cartes qu'il nous reste. Donc il y a les enchantements, les éphémères, les rituels, on va parler un petit peu des terrains spéciaux qui sont présents dans le deck. Mais là on a fait le gros du deck, déjà vous avez un aperçu des créatures artefacts et des artefacts qui sont disponibles dans le deck. Mais on a quand même 2-3 petites choses intéressantes dans les autres cartes, donc je vous conseille d'être attentif pour la suite. Alors le premier enchantement dont on va parler, malheureusement lui il n'est pas synergique avec les artefacts, mais je vous avoue que je l'aime beaucoup. C'est le fléau de l'enchanteur, donc qui coûte un mana générique et un mana rouge. Au début de votre étape de fin, l'enchantement ciblé inflige un nombre de blessures égal à son coût converti de mana à son contrôleur, à moins que ce joueur ne le sacrifie. Alors pourquoi est-ce que j'aime beaucoup cette carte ? Déjà parce qu'en fait c'est du rouge, et c'est de l'anti-enchantement, ce qui est quand même pas très courant. Généralement le rouge est plutôt anti-artefact. Donc du coup là on a un anti-enchantement, étant donné que ça va infliger des blessures à un adversaire, ou alors même faire sacrifier si jamais l'adversaire ne veut pas prendre de blessures. Sachant que dans le commandeur, mine de rien, il y a quand même pas mal d'enchantements et d'artefacts qui sont souvent des problèmes quand ils arrivent sur le champ de bataille, étant donné qu'ils ont des effets permanents. C'est très chiant. Et généralement c'est le genre de permanent en dehors des créatures, parce que bon, les créatures sont quand même faciles à tuer de manière générale. C'est le genre de permanent en fait dont on a envie de se débarrasser le plus vite possible. Et le fait d'infliger des blessures parce qu'un joueur joue un enchantement important pour son deck et qui est beaucoup trop fort, qui influe sur la table, c'est la punition quoi, c'est le revers de bâton. Alors il n'est pas du tout adapté au deck artefact. Après l'avantage c'est que du coup il permet de se débarrasser un petit peu des enchantements des autres joueurs. Une petite précision d'ailleurs, parce que c'est une capacité qui se déclenche obligatoirement à votre étape de fin. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'autres enchantements sur le champ de bataille que le fléau de l'enchanteur,
c'est vous qui allez prendre. Parce que l'enchantement ciblé, il faut cibler un enchantement. Donc du coup, s'il n'y en a pas d'autre que le vôtre, eh ben malheureusement c'est vous qui allez prendre 2 dégâts. Alors certes, ça ne coûte que 2 mana, donc 2 dégâts, c'est pas très gênant quoi. Ça va en plus empêcher vos adversaires de... Enfin ça va les dissuader un petit peu de jouer leurs enchantements. Donc voilà, ça peut être intéressant. Mais je pense que ça sera joué peut-être en dehors du deck artefact, et justement dans des decks spécifiques, ou dans d'autres decks rouges justement qui ont besoin de gérer les enchantements. Alors maintenant un enchantement, le deuxième, puisqu'il n'y en a que 2 dans ce deck, qui synergise vraiment avec les artefacts que j'adorais déjà dans Magic Origins, c'était donc du coup le réseau de Mécanoptères Espion, qui coûte 2 mana génériques et 2 mana bleus. Au début de votre entretien, si vous contrôlez un artefact, créez un jeton de créature artefact 1/1 incolore Mécanoptère avec le vol. Chaque fois qu'au moins une créature artefact que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Je l'aime beaucoup parce que ça génère des artefacts, parce que vous contrôlez les artefacts, et en plus ça vous fait piocher quand vous avez une créature artefact qui inflige des blessures de combat à un adversaire. Et comme ça fait un Mécanoptère, du coup le Mécanoptère, généralement vous allez quand même avoir un adversaire qui n'a pas de créature avec le vol ou la portée. Donc du coup vous allez pouvoir infliger une petite blessure, récolter une carte et tranquille. Juste une petite précision de règle, rapidement, c'est chaque fois qu'au moins une créature. Donc du coup s'il y a plusieurs créatures artefacts qui infligent des blessures, vous ne piochez quand même qu'une seule carte, au total. Donc un très bon enchantement que je conseille vraiment dans tous les decks artefacts dès que vous jouez beaucoup de créatures artefacts. Donc vraiment quelque chose d'intéressant. On va passer aux éphémères. Alors là au niveau des éphémères, il y en a quand même assez peu qui synergisent avec les artefacts, mais on va en parler rapidement. Donc le premier en plein roulis pour 1 mana générique et 1 mana bleu, avec un coup de kick supplémentaire, donc 1 mana générique et 1 mana bleu. Renvoyez le permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire. Si ce sort a été kické, piochez une carte. C'est simple en fait, ce sort-là, c'est tout simplement le clin d'œil de Dominaria. C'est exactement la même carte. Alors celle-là est sortie avant évidemment, mais du coup on a un copier-coller. Carte assez pratique pour justement gérer un petit peu ce qui peut vous emmerder sur la table de l'adversaire, ou éventuellement pour protéger votre propre board. Hein. Si jamais vous avez une carte qui est sur le point de mourir, vous avez que ça pour la protéger, bah, du coup vous pouvez la renvoyer en main, éventuellement piocher une carte en plus, donc c'est assez intéressant. Voilà, mais c'est pas spécifique aux artefacts, donc voilà, ça se garde, mais peut-être que dans un jeu contrôle, ça sera un peu plus à sa place. Autre éphémère qui coûte X et 2 rouges, le tremblement de lave. Alors il inflige X blessures à chaque créature sans le vol et à chaque planeswalker. Je pense, alors là évidemment toujours pas l'artefact, hein. Bon évidemment si vous avez beaucoup de mécanoptères ça peut être intéressant parce que ça inflige des blessures aux créatures sans le vol. Mais surtout la spécificité de celui-là c'est que ça inflige des blessures à chaque planeswalker, qui est quelque chose que on ne voit pas souvent dans Magic. Généralement on a tendance à infliger à tous les adversaires. Donc c'est un peu une exception, pour votre collection ça sera déjà un bon ajout, mais je ne suis pas sûr qu'il soit à sa place ici non plus, étant donné que déjà tous vos commandants sont sensibles à ce tremblement de lave, donc je ne pense pas non plus que ce soit le top du top, mais ça permet au moins de raser le board éventuellement si vous en avez besoin. Espérez juste ne pas être la plus grosse cible en fait de votre raseboard. Un autre éphémère, alors celui-là il me plaît beaucoup parce que c'est un éphémère aléatoire, c'est du rouge, donc c'est la distorsion chaotique qui coûte 2 mana génériques et 1 rouge. Le propriétaire du permanent ciblé le mélange à sa bibliothèque, puis révèle la carte du dessus de sa bibliothèque. Si c'est une carte de permanent, il la met sur le champ de bataille. Ça, c'est ce qu'on appelle, enfin c'est un anti-bet, c'est un anti-permanent en fait, de manière générale en rouge. Le petit problème derrière, ça peut être que justement votre adversaire peut révéler un autre permanent qui peut parfois être un peu plus puissant. Des fois ça arrive avec un coup de bol. Généralement c'est soit un terrain, la plupart du temps c'est quand même un terrain, ou une petite créature, ou alors ça va être un éphémère ou un rituel qui ne peut pas jouer. Voilà, bon, c'est généralement moins gênant que de retrouver la créature en fait qui a été enlevée, ou le permanent qui a été enlevé justement, et qui était beaucoup trop gênant pour la table. Donc bon, c'est un petit sort aléatoire, moi j'aime bien. Ça se synergise pas non plus avec les artefacts, mais bon, c'est toujours un petit sort de gestion assez sympathique. Alors enfin, une carte qui synergise justement avec les artefacts en éphémère, c'est la soif de connaissance qui coûte 2 mana génériques et 1 bleu. Piochez 3 cartes, défaussez-vous ensuite de 2 cartes, à moins que vous ne vous défaussiez d'une carte d'artefact. C'est intéressant dans un deck artefact, pas ailleurs, parce qu'honnêtement, le fait de redéfausser derrière 2 cartes, c'est pas vraiment intéressant, vous avez juste recyclé 3 cartes de votre main du coup. Avec un artefact, si jamais vous avez vraiment des artefacts que vous pouvez éventuellement ramener du cimetière, ça peut être intéressant du coup de les défausser.
Après voilà, au niveau des mécaniques, je pense qu'il y a moyen de trouver un deck bien adapté pour que ça soit optimisé un maximum cette carte. Donc voilà, mais ça se joue dans les decks artefacts, c'est toujours sympa de pouvoir piocher 3 cartes quoi, pour 3. Alors on passe au rituel et on va commencer direct avec une nouvelle carte de l'édition que j'adore. C'est la directive de Saeli qui coûte X plus 3 verts, c'est un rituel comme je vous l'ai dit, et elle a l'improvisation, donc vos artefacts peuvent s'engager pour du coup payer une partie du coût de la carte, donc du coup le coût de X. Vous pouvez révéler les cartes, vous révélez les cartes les X cartes du dessus de votre bibliothèque. Parmi elles, vous pouvez mettre sur le champ de bataille n'importe quel nombre de cartes d'artefacts avec un coût converti de mana inférieur ou égal à X. Mettez ensuite dans votre cimetière toutes les cartes révélées de cette manière qui n'ont pas été mises sur le champ de bataille. Honnêtement, si vous jouez un deck avec quasiment que des artefacts, bon, à part évidemment ce sort et votre commandant, je pense que c'est vraiment une carte géniale. Et en plus, je vais faire une petite spéculation. Vous avez Saeli en commandant. Oui, vous avez Saeli en commandant, oui, tout à fait. Saeli, elle dit que le prochain sort que vous allez lancer aura un coût de réduit de X, X étant le nombre d'artefacts que vous contrôlez au moment où le sort a été lancé. Du coup, vous lancez la directive de Saeli, vous engagez les artefacts. Donc du coup, en fait, vous avez réussi à non pas à payer X étant le nombre d'artefacts que vous contrôlez, mais 2X étant donné qu'il y a la capacité de Saeli en plus qu'il a. Donc du coup, Saeli a réduit de X, donc étant le nombre d'artefacts, et en plus, les artefacts peuvent s'engager pour faire le coup d'improvisation. Donc vous pouvez jouer énormément d'artefacts. Vous pouvez recycler une bonne partie de votre bibliothèque pour pouvoir mettre une tonne d'artefacts. Et ça, même sans être très avancé dans la partie, je veux dire au tour 6 ou 7, vous pouvez très bien avoir cette carte qui sort avec un énorme coup de mana. Donc du coup, ça peut vraiment être très intéressant. Je pense qu'il y a moyen de faire quelques combos autour. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner d'ailleurs en utilisation dans les decks artefacts. Alors on retrouve ici un classique du commandeur, la bourrasque d'éther, qui est du coup un rituel pour 3 et 2 mana bleus, qui renvoie 6 permanents non terrain ciblés dans les mains de leur propriétaire. Alors évidemment, pas du coup de synergie spécifique aux artefacts, c'est vraiment des sorts de gestion. C'est comme justement en plein roulis dont on a parlé tout à l'heure, c'est juste que là c'est en rituel, que ça renvoie 6 permanents non terrain, ça peut également être les vôtres. C'est intéressant pour justement gérer les cartes un peu embêtantes des adversaires, mais je ne suis pas sûr que ce soit ce que vous vouliez dans un deck artefact. Alors, nouvelle carte de l'édition, et ça en plus c'est un cycle de cartes, c'est-à-dire qu'on en a une pour chaque couleur, c'est le déluge d'écho, donc qui coûte 3 mana plus 2 bleus. Quand vous lancez ce sort, copiez-le pour chaque fois que vous avez déjà lancé votre commandant depuis la zone de commandement pendant cette partie. Vous pouvez choisir de nouvelles copies pour de nouvelles cibles pour les copies, pardon. Alors ça c'est la capacité en fait qui revient dans le cycle de cartes. Il y aura des copies pour chaque fois que vous allez lancer le commandant. Qu'est-ce que c'est du coup que cette carte fait en dehors de cette capacité là? Créer un jeton qui est une copie de l'artefact ciblé. Donc créature artefact, ça fonctionne également. Je suis assez content de cette carte parce que bon, le fait d'avoir une mécanique qui fonctionne sur le fait de lancer votre commandant plusieurs fois dans la partie, c'est que finalement la taxe de commandement, même si du coup la taxe c'est toujours un petit peu embêtant, mais vous dites que finalement vous capitalisez un petit peu sur le fait de pouvoir lancer ce genre de carte et d'avoir des copies qui sont faites pour chaque fois que vous avez payé cette fameuse taxe et que vous avez joué votre commandant. Ce genre de sort va peut-être même être l'occasion en fait de créer des decks autour vraiment de cette mécanique-là, de copier en fonction du nombre de fois où le commandant a été lancé, et du coup sur des decks qui peuvent parfois être basés autour d'un commandant qui coûte peu cher. Le but étant du coup de lancer le commandant le plus souvent possible pour pouvoir faire une tonne de copies derrière de ce genre de sort. Donc voilà, j'attends de voir un peu ce que ça va donner. J'aime beaucoup le fait que ça crée des copies d'artefacts, parce que là on est vraiment sur la mécanique principale du deck. Donc c'est un rituel qui fonctionne bien avec toute la mécanique qui est proposée dans ce deck là. Un rituel un petit peu oubliable, ce sont les nouvelles, qui coûtent 3 mana génériques et 2 bleus, donc qui vous fait piocher tout simplement 4 cartes. C'est un petit peu décevant de ne pas avoir une mécanique, enfin un rituel qui fonctionne avec les artefacts, mais justement on en a un autre, qui est juste après, le rétro-ingénieur, qui coûte 3 mana génériques et 2 bleus lui aussi, qui a l'improvisation, donc du coup vous pouvez engager vos artefacts pour en réduire le coût, et vous piochez 3 cartes. Alors certes vous ne piochez pas 4, mais vous piochez 3, et vous pouvez justement réduire un petit peu le coût avec vos artefacts, c'est quand même fort sympathique.
Prochain rituel, l'art de Saeli qui coûte 4 mana génériques et 2 bleus, qui vous demande de choisir l'un ou les deux. Créer un jeton qui est une copie de créature Créer un jeton qui est une copie de l'artefact ciblé, ou créer un jeton qui est une copie de la créature ciblée, excepté que c'était un artefact en plus de ses autres types. Donc du coup, vous pouvez faire des copies d'artefacts, de créatures artefacts, de créatures normales aussi qui vont être des créatures artefacts. C'est une carte, alors elle coûte un peu cher, je vous avoue, mais c'est quand même fort intéressant si vous avez des cartes justement qui coûtent beaucoup plus cher que cette carte-là, et de pouvoir en faire des copies, je ne sais pas, par exemple, reprenons notre ancienne idole de pierre de tout à l'heure, donc c'est quand même sympa d'avoir des 12-12 sur le champ de bataille, donc pourquoi pas. Donc moi j'aime bien cette carte-là, au niveau du deck artefact, je pense qu'elle se joue simplement, après, à voir s'il n'y a pas d'autres cartes qui existent, qui sont plus intéressantes de manière générale, mais bon. Honnêtement, moi je l'aime bien, c'est quand même assez utile dans un deck qui est bourré d'artefacts comme celui-ci. Et le dernier rituel, c'est l'acte blasphématoire qui coûte 8 mana génériques et 1 rouge. Ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque créature sur le champ de bataille. Donc c'est toutes les créatures, les vôtres, celles des adversaires. L'acte blasphématoire inflige 13 blessures à chaque créature. Alors là, du coup, c'est encore une fois un rase board. Je ne sais pas vraiment ce qu'il vient faire là, parce qu'au niveau des 3 commandants, on n'a pas vraiment d'intérêt à raser le board intégralement. Sachant que du coup, Saeli, elle aime bien justement que les artefacts restent en vie quand même, surtout quand ce sont des créatures. Tavnos, lui, il aimerait bien rester en vie surtout. Et Polyclade, pareil, il a une armée de jetons, il n'a pas vraiment envie qu'elle soit détruite parce qu'il fallait raser le board. Alors, c'était le dernier rituel, on va passer aux terrains, donc les terrains spéciaux, évidemment. En dehors des îles et des montagnes de base qui sont dans le deck, il y a plusieurs terrains spéciaux. Le premier étant la chaufferie d'Izet, un terrain qui arrive sur le champ de bataille engagé, qui produit du bleu et du rouge en même temps. Et malheureusement, il vous demande, quand il arrive sur le champ de bataille, de renvoyer un terrain que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. C'est un terrain que je n'aime pas trop. Généralement, tout ce qui est justement ces doubles terrains qui ont été édités dans la première édition Ravnica, je ne les aime pas trop parce que malheureusement, il y a quand même des fois des gens qui détruisent des terrains. Et c'est également une énorme faiblesse parce qu'il y a quand même pas mal de cartes, notamment en vert, je pense à la boue acide par exemple, qui permettent de détruire un terrain. Et ça serait dommage de perdre 2 mana d'un coup parce que vous avez justement que vous avez utilisé ce terrain-là. Après, bon, libre à vous, si vous n'avez pas d'autres terrains bleus et rouges, d'utiliser celui-là, hein, je pense que ça reste quand même assez budget. Donc du coup, c'est toujours un moyen de fixer un petit peu les couleurs de mana dont vous avez besoin. Autres terrains qui font 2 couleurs, donc il y a les falaises des eaux vives. Les falaises des eaux vives arrivent sur le champ de bataille engagé, et en plus elles vous font gagner 1 point de vie quand elles arrivent sur le champ de bataille. Elles font soit du bleu, soit du rouge quand vous l'engagez. Au niveau des autres terrains, on a également le lac des hautes terres qui arrive sur le champ de bataille engagé lui aussi et qui fait du bleu ou du rouge, et aussi la porte de la guilde d'Izet qui arrive aussi engagée sur le champ de bataille et qui fait ou du bleu ou du rouge. Ensuite, on a dit qu'on voulait des artefacts dans le deck. Et ben c'est très bien, on a des terrains artefacts qui ne sont pas des sorts, je le reprécise. Donc ce sont des terrains avant tout. Donc terrain artefact, on a la citadelle de Sombracier qui est indestructible, ça c'est réglé, et qui fait du mana incolore. Ok. Donc, indestructible, c'est très bien. Ensuite, on a le Grand Fourneau, qui lui est un terrain artefact qui fait du mana rouge. Et on a le Siège du Synode, qui est un terrain artefact qui fait du mana bleu. Alors, je fais une précision, c'est que, certes, les terrains artefacts ne sont pas des sorts, puisque ce sont avant tout des terrains. Mais, étant donné que ce sont quand même des artefacts, ils peuvent également être détruits quand l'adversaire veut détruire un artefact. Donc s'il y a quelque chose qui détruit tous les artefacts sur le champ de bataille, par exemple, ou qui les exile, vous avez du coup des terrains qui vont dégager. Détruire du coup la tour de Sombracier, la citadelle de Sombracier, pardon, ne s'en soucie pas trop, mais pour les deux autres terrains, c'est aussi un risque que vous prenez du coup en les jouant. Mais évidemment, ce sont des artefacts, donc du coup, ils synergisent pas mal, notamment avec Saeli, qui aime le fait d'avoir un terrain qui fait du mana, et en plus qui peut réduire le coût d'un spell au moment où vous allez le lancer avec sa deuxième capacité. Alors au niveau des autres terrains spéciaux, on a la fonderie des consuls qui ajoute du mana incolore, mais également qui permet pour 5 mana génériques et en se sacrifiant de créer 2 jetons de créatures artefacts 1-1 mécanoptère avec le vol. Ça c'est un terrain qui se recycle en fin de partie qui est très bien. Alors certes, il ne produit pas d'artefacts, il ne synergise pas tout de suite avec en début de partie, mais au moins en fin de partie vous avez quand même moyen d'avoir 2 créatures supplémentaires, en plus des mécanoptères, c'est toujours sympathique de les avoir sous la main. Alors un nouveau terrain qui a été produit durant cette édition qui est fort intéressant, c'est la Forge des Héros, qui fait du mana incolore, ou choisissez un commandant ciblé qui est arrivé sur le champ de bataille ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur lui si c'est une créature, et un marqueur loyauté si c'est un planeswalker.
C'est vraiment très intéressant parce que du coup ils ont pensé également au fait que les Pencewalkers pourraient être commandants. Ils ont vraiment essayé de faire un maximum pour que ça soit plus jouable. J'aime beaucoup. Alors on va quand même essayer de synergiser un petit peu avec les artefacts. On a justement la ruine plutôt ensevelie, qui fait du mana incolore, ou alors pour 2 vous pouvez l'engager, la sacrifier pour renvoyer une carte d'artefact ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Toujours assez sympathique d'avoir une carte, surtout un terrain, qui permet en fait de renvoyer un artefact depuis votre cimetière, surtout quand malheureusement il y a un artefact que vous aimez beaucoup qui est parti, voilà, et vous voulez le récupérer, du coup vous avez cette ruine ensevelie pour vous aider. C'est toujours une bonne carte à jouer dans les decks artefacts. Et enfin, eh oui, on finit par le meilleur, hein. Le dernier terrain spécial qui est présent dans tous les commandeurs depuis le début, c'est la tour de commandement, qui permet d'ajouter un mana de n'importe quelle couleur de l'identité colorée de votre commandant. Donc ça c'est un grand classique à jouer dans tous vos decks, sauf peut-être les decks monocolores, hein, vous n'en avez pas forcément besoin. Donc voilà, c'est la tour de commandement, la fameuse, celle qui est partout et qui vous suit, et que j'espère vous allez suivre justement sur YouTube également. Alors, pour parler un petit peu du deck de manière générale, je vous avoue que je suis assez surpris d'une bonne façon. C'est-à-dire qu'il y a des cartes auxquelles je ne m'attendais pas forcément au niveau des commandants, voilà Brudiclad. Il y a des cartes qui ont été rééditées auxquelles je ne m'attendais pas du tout, mais je suis très content qu'elles le soient. Il y en a d'autres que je trouve peut-être un petit peu surfaites, qui méritent peut-être d'être un peu enlevées si jamais vous avez d'autres choses un peu plus intéressantes à mettre au niveau des créatures, des artefacts. Il y a quand même pas mal de rituels et d'éphémères qui malheureusement ne sont pas tellement utiles au niveau des artefacts, mais on ne peut pas tout avoir non plus. Mais ils ont vraiment essayé de réduire un maximum leur nombre dans le deck, pour vraiment se concentrer sur cette mécanique. Il y a beaucoup de créatures colorées mine de rien dans le deck qui ne sont pas des artefacts. Alors certes il y en a qui sont assez utiles, mais il y en a d'autres qui mériteraient peut-être d'être remplacés par des créatures artefacts qui ont des effets assez intéressants sur justement les artefacts en général. Donc voilà. Au niveau des 3 commandants, je pense qu'ils ont tout à fait moyen d'être intéressants en partant déjà des bases que le deck pose ici. Même Brudiclad déjà a des bases au niveau des jetons qui sont présents un petit peu partout dans les cartes, avec les mécanoptères notamment. Donc je trouve que c'est vraiment très intéressant et le deck mérite vraiment le coup d'œil, je pense. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner déjà en construit tel quel. Et voir ensuite après quelques améliorations peuvent être faites autour. Mais ça je pense qu'on en reparlera peut-être une prochaine fois. Alors avant de nous quitter, évidemment je vais encore une fois remercier Geoffrey Palmer, celui qui a fait l'animation de cartes pour l'introduction de cette vidéo. Et donc que vous pouvez retrouver sur @livingcardsmtg ou MTG en français sur Twitter. Je remercie également tous les illustrateurs qui se sont retrouvés sans le vouloir dans la vidéo, avec leurs cartes en fond. Vous pouvez également retrouver la tour de commandement sur Twitter, @tourdecom avec 2 M. Et vous pouvez me retrouver également moi, Eronym, sur Twitter aussi, @eronymfr. Je vous remercie aussi d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas avant de partir de liker, de commenter et de partager la vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. Et on se retrouve du coup pour le prochain deck à analyser, qui sera le deck Enchantement de cette édition, dont on parlera dans le prochain épisode. Je vous dis à la prochaine et salut à tous, bye bye.